Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis dans le magnifique parc de la Fontaine à Montréal avec Francis Gendron. Mon Dieu, ça y est, on se rencontre, enfin. Bonjour, ça va bien? Ouais, très bien, et je suis ravie de te rencontrer. Moi de même. On entend parler de toi à travers le monde. En Europe, on m'a passé un jour ton DVD, La Serre du futur, hein, et un co-créateur m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Francis, puisque Francis est en train de révolutionner l'habitation pour redonner aux êtres humains leur autonomie, en fait. C'est ça que tu souhaites, hein. C'est ton rêve, c'est ton grand rêve. J'ai envie de parler avec toi de bien sûr ce que c'est, tout ce que tu as développé, parce que c'est absolument hallucinant l'autonomie que tu nous redonnes en tant qu'être humain, et puis tu as ta propre vision. Mais avant tout, j'aimerais savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent là, on a tous des rêves, et en fait bien souvent, puis aussi on peut avoir le rêve bien sûr de construire une maison comme ça, écologique, la maison de ses rêves, mais il y a forcément des défis, il y a des challenges, il y a des difficultés, donc tu parles aussi beaucoup de l'approche psychologique, et là on peut l'adapter à tout sujet, donc dis-nous ce que tu as dû traverser, ou ce que tu conseilles justement, parce qu'il y en a des barrières, il y en a des challenges. Effectivement, oui, tout à fait. Puis moi, j'étais vraiment chanceux parce que je pense que c'est à l'adolescence que j'ai pris. Pour beaucoup de gens prennent ces décisions-là, ce genre de décisions-là un petit peu après des épreuves dans la vie. J'ai eu la chance vraiment, peut-être à 15-16 ans, c'était un mix de un professeur à l'époque, c'était la religion qui enseignait encore, mais ce prof-là était très alternatif et très, il nous avait fait lire L'Alchimiste entre autres, puis plusieurs autres livres comme ça. Puis j'ai vraiment fait une association pour moi qui était qu'il fallait que je vive tous mes rêves. C'était comme un non négociable. Wow. Puis je dirais dans ce que j'ai vu les gens qui le font vraiment puis qui vont jusqu'au bout de leur rêve, c'est souvent ça, c'est que c'est devenu un non négociable qui allait le faire, et donc ils sont prêts à ajuster tout le reste. Tu sais, c'est l'idée de mettre ses priorités à la bonne place, puis vraiment dire, ben ça c'est ma plus grande priorité, puis si je fais pas ça, ben je vais être moins heureux, puisque c'est un de mes objectifs de vie, je dois le faire. Sans être dans l'obsessionnel. Exactement, sans être dans l'obsessionnel, sauf que de le mettre par-dessus les petits conforts de la vie qui sont à côté. Moi, j'ai l'impression que malheureusement, ceux qui ne vivent pas autant leurs rêves, souvent c'est parce que à force de mettre toutes les autres petites choses de la vie, il reste plus de temps pour la grande priorité. Puis tu sais, moi, j'ai jamais vu ça comme un sacrifice, absolument pas. Mais au début, mon rêve, c'était d'explorer toute l'Amérique du Nord, puis d'aller faire de l'escalade, puis du canot de rivière partout en Amérique du Nord. Puis je suis devenu guide de plein air, puis je vivais littéralement dans ma van, la van que je possède toujours d'ailleurs. Ah, j'ai vu ta vidéo à 360 000 km. Oui, c'est ça. Maintenant, 376 000 km depuis hier. Donc, cette van-là, j'ai vécu dans cette van-là avec mon ex-copine, dans le fond, pendant tous nos voyages. Puis pour moi, j'ai jamais vu ça comme un sacrifice, absolument pas, mais c'était ce qui était nécessaire pour, je veux dire, on vivait avec 4-5 000 $ par année, mais on faisait tout exactement ce qu'on voulait, parce que ce qu'on voulait, c'était faire du plein air, puis ça coûte rien une fois que tu es rendu sur les lieux. Fait que c'est juste d'ajuster le reste de sa vie en fonction du grand objectif. Puis ça, je trouve que c'est un bel exemple. Parce que ce qui te nourrit finalement, c'est ça, c'est de le vivre au quotidien. Il y avait autre chose qui te nourrissait l'âme. Exactement. Puis une fois qu'on a ça, ben après ça, on a le temps pour plein d'autres petites choses qui se rajoutent. Puis je trouve qu'à un moment donné, je trouve que dans les étapes, au début, si on place son rêve en premier, oui, il faut être capable de vivre plus simplement. Au début, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté moi personnellement, parce que l'abondance financière n'était peut-être pas autant au rendez-vous. Mais après ça, lorsqu'on réussit à ajouter de la valeur à la vie des autres par cette passion-là, bien là, en fait, on réussit à créer une abondance, mais c'est une abondance que j'appelle éthique, parce que c'est vraiment ce qu'on a le goût de faire. On n'a pas l'impression d'être en train de ravager. Tu sais, je veux dire, moi, quand je pensais aller travailler, quand j'étais plus jeune, c'est le mot qui vient d'un instrument de torture pour esclave, là, travailler, c'était pas très encourageant pour moi, dans le fond. Donc, c'était quelque chose qui était juste pas une option. Puis, dans le fond, moi, ça a été vraiment ça. Ça a été de me dire, c'est quoi mes plus grandes priorités? Puis, je les mets en premier, quitte à, oui, vivre plus simplement pendant un bout de temps. Puis là, je suis dans une période où est-ce que justement, on a réussi, après avoir dit c'était quoi mes grands objectifs, qu'est-ce que je voulais apporter au monde, comment on fait pour le simplifier puis l'apporter au plus de gens possible. Puis c'est là que je trouve qu'il peut y avoir une abondance matérielle, financière aussi, qui permet d'augmenter la grosseur du projet. Avant, mes projets étaient très, je voulais être toute seule là-dedans, tu sais, je voulais explorer moi-même et tout ça. Là, avec l'objectif de faire créer le plus de maisons possibles, qui sont autonomes, qui sont résilientes, qui sont écologiques, bien, c'est sûr qu'il y a un plus grand impact lorsque tu peux avoir une entreprise qui permet d'augmenter l'impact au lieu de les construire un à un et tout ça. Donc on est d'accord que le cœur à un moment se réouvre vers quelque chose de plus grand, ça dépasse l'ego, tout ça. Enfin là, on n'est plus du tout dans le même domaine. Exactement. Je pense que ça, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, c'est que ça a été vraiment, au début, c'est un désir de croissance personnelle. En fait, on veut s'ouvrir puis grandir, apprendre le plus de choses possible. Puis une fois qu'on sent qu'on a grandi beaucoup, il reste ce désir-là de continuer à grandir, mais là, ça va plus dans contribuer. Contribuer, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet apprentissage-là? On a eu la chance d'avoir tout ça de la vie. Comment on fait pour
redonner puis créer quelque chose de concret avec ça aussi. Ouais. Puis je pense que c'est là que le nouveau défi embarque aussi. Le désir de matérialiser quelque chose, c'est tout un différent de vie que juste y rêver. Juste rêver à quelque chose, c'est pas si dur que ça. Commencer à le matérialiser, le concrétiser, je pense que c'est un autre niveau qui est vraiment intéressant à se lancer là-dedans aussi. On se donne pas mal d'excuses. Hein. Pour certains, c'est j'ai déjà une famille, je peux pas, j'ai des enfants. Pour d'autres, c'est j'ai pas l'argent. Qu'est-ce que t'en penses de toutes ces excuses qu'on peut se donner finalement pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui est nécessaire à voir quand même pour réaliser ses rêves. Cette responsabilité, 100% responsabilité. Puis même la société, son passé, ses parents, ce qu'on a vécu. On est facilement victime, on est facilement en train de juger, critiquer, pointer du doigt, mais soi-même pas forcément le vivre. Absolument. Puis ben moi, quand je vois ça, c'est que c'est ça. Je crois que ces excuses-là qu'on se donne, c'est l'ego qui veut pas souffrir, justement. Parce que c'est tellement plus facile. Tu sais, l'ego, rapidement, essaie toujours de nous garder dans un état plus... de nous éviter les souffrances ou la mort, tu sais, c'est ça son rôle. Puis dès qu'on dit quelque chose qui pourrait nous apporter beaucoup de souffrance, ben il va essayer de trouver à pointer quelqu'un d'autre. Comme ça, c'est pas nous qui a à souffrir. On dit ah ben c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ci, c'est le gouvernement, les taxes, n'importe quoi aussi. Tu sais, dans le monde des entreprises, les excuses sont différentes, mais sont là aussi autant. Puis c'est justement d'essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, puis de dire ok, attends un petit peu là, est-ce que c'est vraiment la faute de l'autre? Puis peut-être que c'est une réalité que j'ai une famille, mais premièrement, soit je peux prendre la décision de dire ok, ben ma priorité pour les 10 prochaines années, ça va être ma famille, justement, ou ben comment je fais pour apporter ma famille dans... Tu sais, comment je fais pour concilier les deux? Je veux dire, j'ai vu des gens partir dans le temps où est-ce que c'était vraiment le voyage qui m'intéressait. Je rencontrais sur mon passage des gens qui avaient vécu en famille, en voilier pendant des années. Des gens, tu sais, nous, on vivait dans une vanne où il y avait juste une plus grosse vanne, mais la famille les suivait avec eux. Puis je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus constructif pour des enfants que de voir cette vie-là aussi. Tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais ça peut être quelque chose de vraiment envisageable. Fait que c'est sûr, les excuses sont là définitivement. Je pense que c'est l'ego qui rapidement essaie de pointer ailleurs pour être sûr qu'on n'ait pas de souffrance intérieure de nous. Mais dans le long terme, la souffrance fait juste grandir, en fait. Fait que si on est capable de clarifier ça un petit peu, remettre ses priorités à la bonne place, puis je pense que ça peut être plus... Tu te rappelles, toi, d'un moment dans ta vie où, justement, quand tout ça était en train de se construire, où tu continuais de retrouver toujours ces mêmes situations et à un moment de temps, il y a eu ce turning point où il y a eu quelque chose où tu t'es dit non, il y a une autre façon pour moi de vivre, d'être ou de m'ouvrir, il y a ça que je dois vraiment lâcher de mon passé. Tu te rappelles de ces moments? Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu vraiment, comme je disais tantôt, la chance que ce soit assez jeune. Fait que puis je pense... Puis au début, je faisais beaucoup des conférences dans les cégeps parce que j'avais l'impression que c'était à cet âge-là, tu sais, entre 16 et 19 ans au Québec, les cégeps, c'est l'équivalent du collège, là, tout de suite après le secondaire. Puis il y a des décisions qui doivent être prises, puis soit on les prend pour suivre ce que les parents nous ont dit ou la sécurité, ou soit on les prend en fonction de nos grands désirs. Puis plus on peut le faire jeune dans sa vie, moins il y a d'accumulation de patterns puis justement d'excuses qu'on peut se donner. Là, je suis rendu avec une maison, je suis rendu avec ci, je suis rendu avec ça. Fait que c'est sûr que j'ai eu cette chance-là. C'est sûr que comme tout le monde, par exemple, justement, au secondaire, j'avais toutes les réflexions par rapport à mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que moi, il y avait beaucoup par rapport avec mon père, justement, qui était un petit peu... Ma mère était très dans l'encouragement et tout ça, mais mon père était plus conventionnel, trouver une job, ces choses-là. Fait que, c'est sûr que j'avais toutes ces réflexions-là. Puis une fois que la décision est prise, je pense qu'il y a une période où est-ce qu'on est vraiment à l'extérieur de sa zone de confort, puis que c'est là que beaucoup de gens vont abandonner là. C'est comme, oh, c'est trop de stress, pourquoi je ferais tout ça? Il y a quand même des difficultés qui viennent avec ça. Puis lorsqu'on a passé au travers de ça, alors pour ça, les opportunités s'ouvrent, puis plein de choses ressortent de ça. Ouais. Le mental joue beaucoup. Hein. Là, je sais que j'ai en ascensionné à plus de 4000 mètres. C'était pareil, c'était le mental continue de tourner, d'être négatif. Ouais. On se dit qu'on ne peut pas. Donc, il y a un dépassement de soi à un moment. C'est de sortir de sa zone de confort, comme tu dis. Oui, absolument. Ben, c'est ça que... Puis moi, je l'ai remarqué à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle étape, c'est-à-dire un désir encore plus grand de grandir intérieurement, mais que ça allait avoir un impact sur ce que les autres pourraient penser. Tu sais, je veux dire, toi, tu le sais bien maintenant sur YouTube aussi, c'est une autre étape encore plus grande parce qu'au début, vivre sa vie juste au niveau de sa famille, c'est quelque chose, mais après ça, quand tu commences sur YouTube puis avoir une opinion sur quelque chose, essayer de pousser quelque chose qui n'existait peut-être même pas avant. Tu sais, moi, j'apportais en français les bâtiments écologiques autonomes que personne n'avait jamais parlé d'un chip en français sur Internet. Fait que c'est sûr que autant les critiques que les applaudissements arrivent certainement. Tu sais, fait que à chaque fois qu'on décide d'augmenter dans le niveau de contribution, le niveau d'impact, on est encore plus en l'extérieur de sa zone de confort pendant un moment. Tu sais. Je suis sûre que tu l'as eu pas mal de fois où les autres pouvaient être déçus aussi parce que tu devais prendre toi-même des décisions de croissance, etc. Et donc ça renvoie aux peurs des autres. Donc tu as pu être critiqué, je suppose, à différents stades de développement. Comment tu gères ça?
Ben effectivement, puis nous, c'est sûr, étant dans un domaine très, très alternatif, puis moi, j'ai commencé avec le traitement dans l'autoconstruction, puis tout cet aspect-là. Puis après ça, lorsque j'ai découvert le désir de vraiment... Parce que, tu sais, l'autoconstruction, je continue, on encourage ça à 100%, puis on est vraiment... Mais c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas tout le monde, tu sais, je pensais à ma mère. Ma mère veut absolument vivre dans une maison comme ça, mais elle va pas l'autoconstruire elle-même. Fait que, tu sais, l'aspect très puriste, j'ai dû continuer à l'encourager pour ceux qui voulaient, mais ouvrir des portes à d'autres choses. Puis des fois, le puriste trouve ça, tu sais, comme, ah, ben là, tu t'en viens trop, tu sais, parce qu'il faut faire... Tu viens commercial. Ouais, c'est ça, tu viens commercial, mais si je veux construire des maisons écologiques pour vrai, puis remplacer les maisons actuelles, je peux pas vouloir que tout le monde soit des autoconstructeurs, parce que c'est juste pas réaliste, puis je pense pas non plus que c'est l'idéal. Je pense que ma mère est excellente à ce qu'elle fait, puis elle devrait continuer à le faire, prendre soin des personnes âgées, puis tout ça. Et puis, je pense pas que c'est son rôle de construire une maison par elle-même, tu sais. Fait que là, d'ouvrir des options, puis c'est sûr, fait que là, après ça, c'est souvent quand on fait ces shifts-là, afin d'essayer de contribuer plus encore, que là, certaines personnes qui pourraient être plus puristes ou plus dans le... avoir des opinions plus arrêtées sur certaines choses, là, les critiques peuvent commencer à rentrer, c'est sûr. Ça vient avec, là. Il y a beaucoup de co-créateurs que je rencontre à travers le monde comme ça qui veulent faire un village éco. Donc là, la vidéo qui va suivre et l'information est d'autant plus importante, et tout ce que tu proposes avec ta compagnie Solutions ERA et Adapt même, avec tous ces enseignements en ligne et formations en ligne, sont importantes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai perdu mon petit fil pour le coup. J'étais en train de te dire, oui, il y en a plein qui veulent faire des villages éco. Donc ça aussi, c'est une grande étape. Je veux dire, de partir, d'habiter en ville, peut-être à Montréal, et de vouloir créer un village éco dans les Laurentides. Waouh, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? On se sent appelés, hein? Oui. Puis effectivement, puis je veux dire, les gens qui viennent dans nos formations, un très gros pourcentage, c'est ce désir-là d'être plus proche en communauté, tu sais. C'est-à-dire, on vit dans des villes où est-ce qu'il y a des millions de personnes, mais tu parles pas à ton voisin, tu parles pas à personne, en fait. Beaucoup de gens vivent dans cette situation-là. Puis c'est le désir de matérialiser un environnement qui serait plus convivial, qui serait plus agréable à ce niveau-là. Puis c'est sûr que nous, dans nos formations, on fait un gros emphase sur... Parce qu'au niveau technique, on sait maintenant comment créer ces endroits-là. Tu sais, c'est possible maintenant de faire des maisons qui ont quasiment plus besoin de chauffage. C'est possible de faire des maisons qui sont juste en matériaux naturels, qui produisent une grosse partie de ton abondance au niveau de la nourriture, juste avec la serre, par exemple. Fait qu'on sait qu'au niveau technique, c'est possible, toutes ces choses-là. Après ça, comment on fait pour faire interagir les humains dans ce état-là? C'est toujours une nouvelle étape. Puis c'est sûr que nous, on est en train de le faire de notre côté. Nous, on n'avait pas l'objectif de créer un éco-village, mais se créer autour de nous un éco-village présentement. Puis c'est drôle, mais ce que j'ai vu, parce que j'en ai étudié quand même beaucoup, puis l'endroit où est-ce qu'on a étudié, nous, le Greater World, le monde meilleur aux États-Unis, c'est comme ça que les éco-villages qui partent depuis le plus longtemps n'avaient pas nécessairement l'intention de créer un éco-village au début, mais ça part au niveau de... Ça peut sembler contre-intuitif, parce que souvent les gens sont comme, ah, faut mettre l'argent de côté, mais ça part toujours autour d'un noyau économique. Une manière de donner de l'abondance à l'extérieur du village qui crée des emplois éthiques locales pour les gens. Puis lorsque tu as ça, là, tu peux commencer à construire des maisons, tu peux construire... La communauté se crée autour de ça. Puis nous, autour de Solutionnera, ben, on est déjà beaucoup de gens, beaucoup d'employés qui vivent à la même place. Puis tranquillement, là, on regarde pour acheter un nouvel endroit avec une ferme, puis des endroits pour construire une nouvelle maison. Fait que, tu sais, sans avoir... Le désir initial n'était pas nécessairement de créer un éco-village, mais on s'en va vers une communauté de gens qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, qui ont une ferme, tu sais, jardinier, on a notre cuisinière qui nous fait toute la bouffe bio tous les jours, les smoothies le matin, tu sais, ce genre de trucs-là qui sont vraiment extraordinaires. Puis pour vrai, financièrement, ça revient moins cher que d'avoir toutes ses propres choses. Nous, on a une cuisinière, puis ça nous coûte moins cher que moi, ça me coûtait avant de juste avoir ma bouffe, parce qu'elle a fait tout venir en vrac, elle s'assure qu'il n'y a pas de déchets, toutes ces choses-là sont gérées, mais il y a une personne qui est responsable. Mais ça vient du fait qu'on est capable d'avoir une certaine abondance au début, et ça vient du fait qu'on a réussi à contribuer à des gens. Nous, c'est par les formations. Et là, maintenant, on a une nouvelle compagnie qui fait aussi du design de maisons écologiques, qui s'appelle Aube Architecture. Fait que toutes ça, ces choses-là ensemble, ça crée là. C'est pas à pas que ça se passe, tout ça, quand même. Je le vois de la façon dont tout s'est développé aussi avec ma chaîne sur YouTube et tout. Après le reste, ça s'est fait quand même petit à petit quand on est dans l'action, quand on ose agir, hein, en fonction de son intuition, de ce qui résonne dans le cœur. Oui. Puis je pense que c'est la chose la plus importante, ce que tu viens de dire, parce que souvent, les gens, justement,
commencent avec le désir, ils se disent, je veux faire une éco-communauté ou je veux faire quelque chose d'alternatif, je vais attendre de trouver 5-6 personnes qui sont alignées avec toutes mes valeurs, toutes exactement extraordinaires. Puis c'est dur à trouver lorsque tu t'affirmes pas dans ce que tu veux être puis ce que tu fais. Fait que, au contraire, moi, au début, j'ai essayé ça. J'ai essayé cette manière-là pour être parfaitement honnête. Au tout début, je me suis dit, je vais faire une coop. On va être 4-5 personnes, on va faire ça, puis on a rassemblé des gens. Puis finalement, il y a eu des personnes qui se sont désistées à la dernière minute. Puis des gens, je leur en veux pas du tout. C'était eux, leur mission de vie était autre chose finalement. Là, j'ai fait comme, OK, ben si j'attends toujours qu'il y ait assez de monde pour créer mon truc, ça va prendre du temps, je pense. Là, j'ai dit, je vais le partir toute seule. Je vais faire mon truc toute seule au début. Puis là, des personnes clés viennent se rajouter à ton projet avec le temps. Puis avec le temps, justement, tu te rends compte que il y en a que dès que ça va aller mal, ils vont partir. Puis là, tu te rends compte, OK, c'était pas avec eux que je voulais faire le truc parce que c'est pas juste quand tout va bien, tout est facile qu'il faut que ça continue, il faut que ça continue tout le temps. Mais il y en a certains qui vont rester même quand c'est difficile financièrement puis qu'on peut pas se payer pendant des années. Tu sais, je veux dire, moi, il y a des fois où est-ce que c'était des stretches vraiment longs, où est-ce qu'il fallait vraiment s'adapter, vivre plus simplement puis tout ça. Puis là, les gens se rajoutent, puis c'est des gens qui sont vraiment motivés, qui viennent du cœur, qui au début font du bénévolat, puis après ça peuvent embarquer. Puis là, tu te crées une équipe qui, tu sais, nous, on en dit une quinzaine à peu près, toutes les compagnies ensemble, de gens qui sont venus presque tous exclusivement par le bénévolat au début. Puis qu'à la fin du temps, ils ont démontré qu'ils pouvaient vraiment ajouter une valeur importante à l'entreprise, puis qu'on s'entendait bien, tu sais, sur plusieurs mois, pas juste sur 2 jours dans une réunion qu'on se dit « Ah, on a tous les mêmes valeurs », mais c'est pas assez facile à dire, tu sais, on a tous la valeur de l'amour et de l'honnêteté, mais après ça, quand ça se passe dans le réel, est-ce que c'est ça qui se passe aussi? Puis lorsque ça se bâtit pas à pas comme ça, je pense que c'est beaucoup plus solide que lorsqu'on était juste tout le monde, puis qu'on dit « OK, on va le faire ensemble », mais on se connaissait pas vraiment. Puis surtout, moi, j'étais guide de plein air avant, puis on construisait les équipes et le leadership par les épreuves en plein air. Partant d'expédition, autonomie complète pendant 30 jours dans le fin fond du Yukon, le nord du Québec, le du Canada, vraiment loin. Et puis à travers les épreuves, on construisait une équipe tellement solide par le fait que, justement, lorsque tu aides ton ami alors que tu as faim, froid, qu'il y a des moustiques, puis tu as un canot que tu dois porter, là, tu es rendu dans un vraiment haut niveau que quand tu as ton ami, puis tout va bien, puis tout est facile, puis tout ça. Fait que là, c'est là que tu fais du bonding intéressant. Ouais. C'est vraiment magnifique, tout ce qui est possible à faire. J'ai envie de faire une autre interview, une deuxième partie d'interview plus sur les maisons, et parce que tu es passionné de rendre les gens, quoi. C'est quoi la vision, cette grande vision? Moi, c'est sûr que la base la plus importante, c'est la résilience. Ce qu'on appelle, c'est la résilience parce que je trouve qu'on est dans une société qui est vraiment le fun. On vit dans une société extraordinaire. Présentement, le fait qu'on puisse être ici en train de parler, puis peut-être des centaines de milliers de personnes vont voir cette vidéo-là potentiellement dans le temps et tout ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il n'y a pas si longtemps. Puis je trouve que cette avancée technologique-là est extrêmement intéressante. Ce qui, des fois, me fait réfléchir, c'est comment on fait pour créer une société comme ça, mais qui n'est pas aussi dépendante de, par exemple, les énergies fossiles, l'électricité et ces choses-là, puis qui ferait que si on le perdait, on aurait quand même les besoins de base qui continuent d'être bien nourris puis disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire, présentement, nous, au Québec, on a un excellent exemple. On a un excellent système de réseau électrique. Sauf que s'il manque d'électricité ici, toutes les maisons sont à l'électricité. Fait qu'il y avait une crise du verglas. À un moment donné, toutes les maisons peuvent geler, les tuyaux peuvent briser. Les gens, il faut qu'ils se rassemblent dans les écoles où est-ce qu'il y a une génératrice. Mais on n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture si ça dure trop longtemps. Fait que, tu sais, plus on s'en va vers ce monde-là, plus on devient dépendant à 100% d'un système qui est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Il y a plein de petites choses qui peuvent arriver. Fait que c'est pour ça d'essayer de faire des maisons qui font eau, nourriture, chaleur, électricité pour les habitants, de par leur interaction avec les phénomènes naturels. C'est ça notre passion. C'est comment on fait pour, pas nécessairement l'autonomie complète, certains c'est ça qu'ils veulent, puis ça c'est parfait, mais au moins la résilience, au moins être capable de produire les besoins de base juste naturellement, facilement. Eh ben, on va parler gratuitement. On va parler de tout ça en deuxième partie d'interview. Je vous invite à la voir. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. C'est de l'information très importante et du vécu. C'est du vécu humain. Tu l'as vécu, tu l'as transpiré et ça fait du bien de rencontrer des personnes comme toi qui ont envie de redonner aussi et de le vivre et de continuer de partager et à travers le monde. On vous embrasse très très fort, Mehdi, co-créateur. À très vite. On te retrouve sur le site. Rappelle-nous ton site. Oui, solutionnera.com, donc solutionera.com. Ouais, génial. Gros bisous. Merci les co-créateurs, à très vite.